Bienvenue dans le débat consacré à la crise politique au Sénégal, où l'Assemblée s'est réunie pour voter un texte sur le report de l'élection présidentielle. Avant-hier, Macky Sall a annoncé ce report d'un scrutin normalement prévu le 25 février. Un rapport adopté hier en commission préparatoire proposait de repousser de 6 mois ou d'1 an ce scrutin. Reporter une élection présidentielle est une décision qui ne connaît qu'un précédent au Sénégal en 1967. Devant l'Assemblée, les gendarmes ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser de petits groupes qui essayaient de se rassembler. Les détracteurs dénoncent, je cite, un coup d'État constitutionnel qui plonge le pays dans l'inconnu et fait craindre de fortes tensions. Cette crise politique inquiète la communauté régionale et internationale alors que le Sénégal symbolise la stabilité en Afrique de l'Ouest. Alors comment en est-on arrivé là? La démocratie au Sénégal est-elle en suspens? Quelles sont les réactions de la communauté internationale? Quel est l'impact régional dans un contexte de retrait du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso, de la CEDEAO? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Antoine Gazer, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, co-auteur avec Pascal Hérault du Piège africain de Macron. Et ça, c'est aux éditions Fayard. Bienvenue. En face de vous, Niagalé Bagayoko. Bonsoir Niagalé, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Bienvenue également. Nous avons ce soir Francis Patindé. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et maître de conférence à Sciences Po Paris. Merci d'être là. En face de vous, nous fait le plaisir de sa présence Pierre Aski. Bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur international sur France Inter et à l'Obs, auteur de Une terre doublement promise, livre dont nous avons parlé d'ailleurs il y a quelques instants. Avant de débattre, de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord de faire un point en images avec Axel Simon. De nouvelles manifestations et de nouveaux heurts à Dakar entre les manifestants et les forces de l'ordre. Cette fois-ci aux abords et devant l'Assemblée nationale, alors que les députés débattent d'une proposition de loi constitutionnelle controversée sur le report de 6 mois de l'élection présidentielle annoncée samedi par le président Macky Sall. Les manifestants ne décolèrent pas. On ne bougera pas d'ici. Cette loi ne doit pas passer. Cette soumission doit cesser, y compris par la force. Macky Sall doit s'en aller. Ils veulent conserver le pouvoir pendant encore 6 mois, mais ce ne sera que le début. Ils vont vouloir le conserver encore et encore. Nous voulons que tout le peuple du Sénégal se rassemble ici et manifeste pacifiquement. Nous avons toujours été un pays pacifique et démocratique. Ce président n'a pas le droit de nous priver de notre liberté. La perspective du report du scrutin a déclenché une vague de contestation. Mobilisées à l'appel de l'opposition dimanche, les manifestations ont été réprimées, donnant lieu à des heurts et des arrestations. C'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est annoncée reportée au Sénégal, un pays qui n'a jamais connu de coup d'État, une rareté sur le continent africain. Antoine Gazer, donc c'est pratiquement une première ce qui se passe en ce moment au Sénégal. Alors on parle de 1963, en fait c'est 1967, n'est-ce pas, que Senghor avait reporté l'élection. C'est arrivé une fois. Est-ce qu'on est dans un tournant politique? Absolument, c'est vraiment c'est une sorte... C'est dramatique d'ailleurs quand on voit des jeunes Sénégalais, on voit qu'il y a une sorte de... Ils sont fatigués de ce type de démocratie soi-disant parlementaire, avec toute une classe politique sénégalaise qui s'arrange entre elles pour reporter l'élection, pour maintenir le président au pouvoir. On ne sait pas quand. Il annonce un report de l'élection, mais c'est un report sine die. Vous avez l'Assemblée, les députés, ils vont dire 6 mois. On avait dit 6 mois, si c'est le 25 août 2024, c'est un moment, c'est la saison des pluies, ça sera impossible. Donc d'autres disent 1 an. Donc je veux dire, il y a vraiment une sorte de classe politique traditionnelle sénégalaise, et vous avez les jeunes qui en ont marre. On voit bien qu'il y a vraiment un vrai problème maintenant. C'est vraiment une crise politique majeure dans ce pays. Sarah Sacco, vous êtes avec nous là en direct de Dakar, me semble-t-il. La liaison est bonne. Oui, vous êtes avec nous. Sarah, vous étiez devant l'Assemblée toute la journée. Quelle était l'ambiance aujourd'hui ? Écoutez, l'ambiance était assez calme dans l'hémicycle. Alors, et c'est vrai, il y a eu 2 suspensions avec les députés de l'opposition qui ont fait quelques remous sur des points un peu techniques de procédure. Mais dans l'ensemble, ils se succédaient au pupitre pour l'étape préalable un peu technique qui s'appelle les questions préalables justement sur le texte. Et au moment où je quittais l'Assemblée, ils en étaient encore à cette étape qui précède donc les débats. Et évidemment, ensuite,
le vote. Tout ça pour vous dire qu'on est encore loin de savoir si ce texte va être adopté et dans quelles circonstances. Les députés ont jusqu'à minuit ce soir pour débattre, mais la séance peut très bien être suspendue et reprendre demain en fait. Mais en tout cas, après minuit, plus de travaux dans l'hémicycle. Alors les députés se penchent sur 2 articles. Donc ce texte comprend 2 articles. Le premier sur la date de l'élection qui serait reportée au 25 août, vous l'avez dit, et le deuxième sur donc il prévoit que Macky Sall poursuivrait ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Et c'est ce point-là qui est inacceptable pour l'opposition. Pour eux, c'est vraiment hors de question qu'il dépasse d'1 heure même, nous a dit un député, donc la durée de son mandat qui se termine le 2 avril. Et pour eux, c'est vraiment un coup d'État constitutionnel. C'est l'expression qui revient depuis ce samedi et l'allocution du président sur le report de ce scrutin qui était prévu initialement le 25 février. Merci Sarah Sacco, donc en direct de Dakar. Niagalé, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? C'est un tournant vraiment ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je pense, oui, qu'il s'agit absolument d'un tournant qui, malheureusement, s'inscrit dans la dynamique que l'on constate à l'échelle de la sous-région ouest-africaine, qui va vers davantage de recul de la démocratie. On parle bien sûr beaucoup des coups d'État, mais on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là, mais est-ce que on n'est pas, depuis quelques années, dans une situation extrêmement grave où les violations de la démocratie se font au quotidien, à la fois à travers l'instrumentalisation de la justice, c'est quelque chose qui est très caractéristique du contexte sénégalais, à la fois par un recours à la force disproportionnée de la part des forces de maintien de l'ordre. Je rappelle que les manifestations de 2021 et de 2023 ont fait plus de 40 morts, ce qui est énorme dans une démocratie dite apaisée, et aussi à travers le recul des libertés fondamentales. Il y a eu la suspension du signal de diffusion hier soir de l'une des principales télévisions, ou Al-Fadjiri, la suspension régulière aussi de l'accès à Internet. Donc est-ce que la démocratie peut vraiment se réduire à son volet électoral et institutionnel? À mon avis, non. Et beaucoup de pays dans la sous-région ouest-africaine se livrent à des pratiques qui lui sont totalement contraires. Oui, je pense que ça pose la question d'une certaine manière d'une démocratie sans démocrate, c'est-à-dire qu'on a le formalisme démocratique avec des élections et on a des pratiques qui, elles, ne sont pas démocratiques. Et le Sénégal a longtemps vécu sur une image, l'exception démocratique, le pionnier, le premier à avoir introduit le multipartisme, la liberté de la presse, etc. Et on voit bien que ce modèle est épuisé, que ces dernières années, on est allé de crise en crise, et qu'aujourd'hui, confronté à une défaite électorale vraisemblable, c'est en tout cas ce qu'annonçaient les sondages, avec une absence de transparence dans tout ce processus, on se retrouve avec une démocratie débranchée. Et là, c'est quand même extrêmement grave, parce que effectivement, c'est pas un coup d'État militaire comme on a pu le voir dans les pays du Sahel, mais c'est pas mieux. Et c'est ça le problème. C'est ce que dit en tout cas l'opposition à Macky Sall. Francis Patindé, pour revenir un petit peu au début, qu'on comprenne bien, parce qu'en fait, il y a une histoire institutionnelle. Karim Wade, donc, était l'un des candidats, mais retoqué, lui, par la Cour constitutionnelle, donc il n'était pas officiellement candidat. C'est lui, ça a commencé par lui, en fait. Il a exercé un recours en contestant 2 juges constitutionnels, et finalement, c'est à partir de là que le parti du camp présidentiel a soutenu, alors qu'il n'est évidemment pas du même côté, a soutenu finalement sa démarche. C'est comme ça que ça a commencé? Oui. Alors Karim Wade a été retoqué en 2019, et là, il a été déclaré forclos. C'est-à-dire qu'il n'a pas fourni la preuve qu'il était exclusivement sénégalais avant la date requise. Donc il a fourni la preuve, mais il est arrivé en retard. Et à partir de ce moment-là, tout s'est emballé. Donc il y a eu une entente, une collusion même entre les députés du PDS, le parti de Karim Wade, et les députés de la mouvance présidentielle. Donc là, ils ont voulu enquêter, ils ont ordonné une enquête, essayer de mettre en place une commission d'enquête sur 2 des hauts magistrats qui seraient corrompus. Il y a eu ça d'abord. Et le second volet, c'est savoir la liste des 20 personnes. Oui, parce qu'il y a 20 candidats officiels. Et 20, c'est 4 fois plus qu'il y a 5 ans. Et donc, c'est quand même beaucoup.
Oui. Même s'il y avait floppé de candidatures. Mais pour vous, justement, elle est à un certain point, cette démocratie sénégalaise, pour rebondir sur ce que Moi, vous je venez de pense dire. qu'on est à un carrefour. On parle d'un carrefour. Moi j'utiliserais le mot de coup d'État. Pourquoi? Coup d'État. Parce que dans un système démocratique, quand une des institutions capitales du pays prend le pied sur les deux autres, parce qu'il peut y avoir bisbille entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Pour autant, est-ce que la situation est suffisamment grave pour que le président sortant se saisisse de l'entièreté du pouvoir? C'est un coup d'État, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Antoine Glaser, est-ce que ce n'est pas plutôt un coup politique, peut-être, on dirait? D'abord, derrière toutes les arguties juridiques qui ont été avancées, c'est un coup politique dans le sens où vous avez des députés, disons, des classes politiques traditionnelles, le Parti démocratique sénégalais de Karim Wade et en l'Alliance pour la République du président Macky Sall. En fait, ils se sont alliés, alors qu'ils sont soi-disant tous les deux dans l'opposition. Ils se sont alliés parce que tous les deux, cette classe politique traditionnelle, ils n'ont qu'une trouille. C'est qu'il y ait finalement le PASTEF qui est quelqu'un de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est en prison. Ça veut dire ce que la jeunesse sénégalaise soutient, ça veut dire les gens, Ousmane Sonko et un candidat aussi du PASTEF qui a été validé, dont l'élection a été validée, pour Macky Sall, c'est vraiment le chiffon rouge. Ça veut dire qu'il ne veut absolument pas que Ousmane Sonko, d'une façon ou d'une autre, arrive au pouvoir. Ça veut dire qu'il est prêt à tout pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des vieilles histoires qui remontent quand il y avait Ousmane Sonko, il avait fait un bouquin sur chronique d'une histoire pétrolière, où il avait mêlé le président. Il y a c'est vraiment un problème très personnel entre Ousmane Sonko et le président, et il veut absolument bloquer, arriver au pouvoir de ce parti. Mais Ousmane Sonko il n'est pas candidat. Hein. Lui, il est en prison. Mais l'un des candidats de son parti candidature a été retoquée. est validé. Et à mon avis, dans les sondages, ils ont dû voir que tout le monde votait pour cet opposant, alors que finalement, le candidat du pouvoir, Amadouba, arrivait à 30, etc. Mais en tout cas, il était battu au deuxième tour. Et donc, on voit que c'était vraiment soudain. Hein. Il a essayé de reporter le truc brusquement. Coup politique. Un mot sur l'impact, Niagalé. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord que Macky Sall, a priori, va rester jusqu'aux prochaines élections qui devraient avoir lieu le 25 août. Si en tout cas c'est voté, si la loi est votée par l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que ça veut dire que ça remet les compteurs à zéro? C'est-à-dire que Macky Sall va pouvoir, par exemple, nommer un autre représentant de son parti, puisque Amadouba, manifestement, est contesté, qu'il pourra y avoir d'autres candidatures. Est-ce que ça remet tout à zéro sur les candidatures? Alors, moi, je n'en suis pas sûre, parce que Amadouba, il est investi. Hein, donc, pourquoi renoncerait-il au nom d'un conflit qui s'est révélé avec le président, dont il voit qu'il n'est pas fiable et qu'il a voulu le sortir du jeu? Donc, moi, je ne suis pas certaine qu'on assiste à ça. La difficulté, c'est que, en effet, on a l'impression que l'on a une classe politique assez traditionnelle qui a émergé plus ou moins il y a une trentaine d'années, ou ses héritiers, si l'on parle de Karim Wade, qui se trouvent confrontés à l'émergence d'une nouvelle, je ne sais pas si vous parlez de nouvelle génération, mais en tout cas d'une nouvelle rhétorique politique qui sont beaucoup plus radicale. Beaucoup plus radical, mais qui conteste aussi ce système de cooptation, parce que c'est à ça aussi que l'on assiste aujourd'hui. Entre supposés opposants, on voit que l'on se sélectionne et qu'on envisage des alliances les plus contre nature pour se maintenir au pouvoir. Et c'est ça qui n'est plus accepté, à mon avis, par la rue sénégalaise ou ailleurs d'ailleurs. Pierre Aski, le Sénégal qui a connu quand même de vraies transitions démocratiques, depuis Senghor, 2000, la transition Abdou Diouf vers Abdoulaye Wade, 2012, Abdoulaye Wade qui décide de se retirer finalement au profit de Macky Sall. Donc c'est quand même le bon exemple, ce pays. Donc oui. Est-ce qu'ils ne prennent pas un risque là? Oui, mais je pense que ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. C'est-à-dire que ces alternances-là étaient au sein d'une classe politique qui se reconnaissait et qui s'acceptait. Malgré tout, même s'il y avait des rivalités et que Abdou Diouf ne s'entendait pas du tout avec Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui, l'idée d'une alternance qui irait vers le PASTEF ou ce qui le remplace aujourd'hui n'est pas acceptée par l'élite politique. Et en fait, maintenant, la question, c'est est-ce que tout ce calendrier qui est en train d'être échafaudé
sera en mesure d'être respecté. Parce que moi, je pense qu'on est dans une incertitude totale. Il y a une partie de la population aujourd'hui qui n'acceptera pas que Macky Sall reste au-delà du 2 avril, qui est la date limite de son mandat, et qui ne reconnaîtra pas la loi qui lui permet d'aller au-delà. Donc on est dans une sorte d'apnée démocratique qui peut être assez dangereuse. Donc il prend bien un risque, le camp présidentiel, là. Absolument. Vous savez, depuis 1968, les Sénégalais ont sacralisé le dernier dimanche de février comme jour des élections. Ça permet d'organiser un second tour éventuellement et de passer la main avant la fête nationale qui est fixée au 4 avril. Donc on passe la main le 2 et le 4 avril, le nouveau président prend la totalité de ses pouvoirs. C'est ce qui se passe depuis 68 dans ce pays. Là, on déplace tout et on va vers l'inconnu. On s'achemine vers quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais du coup, ce danger dont parle justement Francis Patindé, pour rebondir, Antoine Gazer, ce danger, tout le monde le court, ce danger, y compris le camp présidentiel. Pour illustrer ce que vient de dire Pierre et Niagalé sur l'histoire du PDS, vous avez en 2007... Le PDS, il faut rappeler, c'est le parti démocratique sénégalais. C'était le parti de Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, il y avait Macky Sall qui était président de l'Assemblée nationale. Il voulait absolument être le successeur et le dauphin de Wade. Wade, il voulait mettre son fils Karim. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il vire Macky Sall et il introduit son fils. Vous voyez comment on tourne toujours, et finalement, il y a toujours eu la bagarre. Et maintenant, Macky Sall, il s'entend avec Karim Wade pour pas qu'il y ait les gens du PASTEF d'Ousmane Sonko. Du coup, la classe politique dit, mais Macky Sall, il était au Parti démocratique sénégalais exactement comme Karim Wade. Vous voyez que ce sont les mêmes, c'est un jeu de bonneteau. Vous savez, le jeu de bonneteau, c'est un jeu à 3, mais au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Mais alors justement, jeu de bento, sauf qu'il y a effectivement le PASTEF, là. Il y a le PASTEF. Alors, Macky Sall a peur de deux choses. Il a peur du PASTEF, il les soupçonne d'être en lien avec les frères musulmans d'Égypte. Et deuxième chose, il a du mal avec le candidat que lui-même a adoubé. Depuis quelques semaines, ça flotte entre eux, les relations sont orageuses. Et la dernière rencontre, il y a quelques jours, et c'est très avec très le candidat du PASTEF. Avec Amadouba, son propre candidat. Il a des problèmes avec. Premier ministre. Le Premier ministre, donc Amadouba. Donc qui est contesté encore, lui, ou pas, Amadouba, comme choix qui est contesté à l'intérieur de l'APR, donc du parti, du camp présidentiel, comme menant une campagne insuffisamment offensive et comme ne réussissant pas à convaincre manifestement un électorat suffisamment large pour lui permettre d'accéder directement au second tour et surtout de battre en effet les partisans d'Ousmane Sonko. Et il est contesté surtout parce que les sondages montrent qu'il n'est pas en mesure de gagner. Les sondages montrent qu'il allait perdre, a priori, le 25 février. Et en fait, Macky Sall a donné une interview au Monde il y a quelques semaines. Et il y a une petite phrase dans cette interview qui est intéressante à revoir aujourd'hui, où il dit je ne me représente pas, je ne veux pas continuer, etc. Sauf s'il y a une menace réelle sur le pays. Et on est un peu dans ce cas de figure à ses yeux, c'est-à-dire qu'il y a une menace de victoire d'une opposition qu'il ne reconnaît pas, et donc il estime légitime de rester au pouvoir plus longtemps pour assurer une transition en bon ordre. Et c'est ça, ce jeu dangereux, c'est que c'est lui qui est celui qui décide s'il y a une menace, qui doit gagner l'élection ou qui ne doit pas la gagner. Et c'est un regard un peu biaisé sur le fonctionnement démocratique. Il a même dramatisé la situation en disant, rappelez-vous ce qui s'est passé en 2021, en 2023, je veux pas que ça recommence, les grandes manifestations, les meurtres, etc. Donc, je veux dire, il dramatise la situation pour se maintenir au pouvoir. C'est lui qui a organisé la Alors, exactement, c'est ce que j'allais dire, alors que c'est quand même à l'origine de ces manifestations se situe la très forte suspicion de le voir concourir pour un troisième mandat. Donc, en réalité, aujourd'hui, beaucoup parlent d'une crise institutionnelle depuis l'extérieur du pays, mais à l'intérieur, beaucoup disent non, en réalité, c'est la crise créée par un seul homme et sa volonté de se maintenir au pouvoir en complicité avec une classe politique cooptée. Sarah Sacco, vous êtes toujours avec nous, donc en direct de Dakar. Est-ce que vous sentez un petit peu sur place justement ce qui est débattu ici, cette incertitude, cette impression justement que le pire peut arriver
Bien sûr, oui, bien sûr, les gens sont très inquiets. C'est ce qui ressort d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a les partisans de l'opposition, il y a beaucoup de colère aussi quand on parle avec les gens quant à ce report de l'élection. Et puis, il y a ceux qui disent simplement, on veut aller à l'élection, on veut en finir avec ce climat de tension, c'est pas bon pour les affaires. Nous, on veut la paix, peu importe qui gagne d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est vraiment un commentaire qui revient aussi régulièrement dans les rues, pas seulement celui des partisans, des gens qui se mobilisent. Les gens disent on veut aller à l'élection pour en finir, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est dans ce climat préélectoral tendu. On se souvient quand même des événements des mois passés. Donc il y a une véritable inquiétude aussi sur ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce que cette loi va être votée, dans quelles circonstances? Et puis surtout, si elle est votée, et arithmétiquement, elle a des chances de passer, c'est simple. Hein. Les députés du PDS plus les députés de la majorité présidentielle, et ben, du coup, ça fait plus en nombre que le reste de l'Assemblée. Donc les gens se disent, est-ce que le processus électoral va repartir à zéro? Comment ça va se passer? Qui va pouvoir participer à cette élection? Vous en avez parlé avec vos invités. Il y a vraiment le plongeon dans le vide, ou en tout cas beaucoup d'interrogations de la part des Sénégalais. Oui, c'est évident. Et l'inquiétude qui domine aussi lorsqu'on regarde les réactions internationales, la CEDEAO, l'Union africaine, les États-Unis, l'Union européenne, la France, bien sûr, qui sont de gros partenaires du Sénégal, qui demandent au pays, je cite, de travailler à une nouvelle date. Ils appellent au dialogue. Je vous propose de faire un point en image avec Caroline Loyer. Premier à réagir, les États-Unis. Se disant profondément préoccupé, le département d'État américain exhorte tous les participants au processus électoral à s'engager pacifiquement pour fixer rapidement une nouvelle date et les conditions d'une élection libre et équitable. Dans un communiqué, la CEDEAO appelle également à privilégier le dialogue et enjoint les autorités sénégalaises à accélérer les différents processus afin de fixer une nouvelle date. La France dit suivre avec une vive attention la situation. Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, elle appelle le Sénégal à lever les incertitudes créées par le report afin que le scrutin puisse se tenir dans le meilleur délai possible. Enfin, l'Union européenne appelle tous les acteurs à œuvrer dans un climat apaisé afin de préserver la longue tradition de stabilité et de démocratie au Sénégal. Francis Patine de la CEDEAO qui exprime son inquiétude. On l'a vu, c'est vrai qu'il y a un contexte d'instabilité au Sahel très important. La sortie de 3 pays de la CEDEAO, on en parlait ici même la semaine dernière, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Est-ce qu'elle risque encore d'être affaiblie dans cette incertitude qui plane aujourd'hui, avec cette incertitude qui plane aujourd'hui au Sénégal? Il y a des États clés quand même. Hein. Oui, mais vous aurez noté comme moi qu'ils sont très, chaque mot est pesé dans le communiqué. Ils ne vont plus comme sur le Sahel, vent debout. Donc ils font très, très attention pour ne pas avoir des revers comme ils ont pu l'avoir sur le Sahel. Moi, j'ai noté ça. Union africaine. Donc quoi, il faut de la diplomatie, c'est ça que vous dites? Il faut de la diplomatie, on appelle les différents acteurs, il faut reprendre le processus, et ils apprécient le fait que Macky Sall ait dit qu'il ne solliciterait pas un nouveau suffrage des électeurs. Et donc, tout ça est très bien pesé, et c'est pour anticiper le retour du bâton. Oui, c'est ça. Mais justement, qu'est-ce qui les inquiète le plus? Ce qui les inquiète, je comprends sincèrement que Macky Sall, il ne restera pas à une unité, mais il veut mettre de l'ordre, comme disait Pierre Aski tout à l'heure, pour faire élire celui qui aura son choix, ou un des deux qui seront ses élus. La CEDEAO. La CEDEAO est largement discréditée finalement. Ce qui est important, c'est qu'il suffit de regarder une carte. On voit qu'on est à un tournant historique. Ça veut dire, on voit que toute cette période un peu historique de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin, on a pensé que ça continuait comme avant. Et on voit que là, il y a vraiment une volonté de changement des populations jeunes. Et donc, c'est vraiment un changement historique. Et le Sénégal, quand vous regardez une carte... Mais on va regarder la carte, justement, parce qu'il y a eu ces 3 pays du Sahel qui viennent de quitter la CEDEAO. Les autres chefs d'État, soit ils ont fait les 3e mandats, mais c'est le seul pays de la région où il ne s'était rien passé... de dramatique, c'était le Sénégal. Ailleurs, il y avait des contestations populaires sur le plan de la démocratie. Et donc, c'est pour ça que le Sénégal était un peu comme ça le pays qui restait l'image. Mais sauf que l'image, maintenant, c'est terminé. Donc, c'est pour ça que tous les acteurs extérieurs restent très prudents, parce que quand il y avait le Sénégal, qui avait encore tous les pays côtiers, on disait c'est des histoires de hinterland, ça ne nous concerne pas. Mais là, maintenant, arrivé sur les côtes, il y a un problème. Et donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est un changement historique majeur de toute la région, et le Sénégal n'échappe pas.
Oui, c'est un changement majeur. Moi, et donc la CEDEAO... Entièrement d'accord avec cette analyse, mais ce qui est intéressant, ça fait plusieurs années qu'on constate que la CEDEAO est devenue majoritairement composée de gouvernements aux pratiques autoritaires ou en tout cas qui vont à l'encontre des principes démocratiques qu'elle est censée défendre et sur lesquels elle a fermé les yeux. Cette organisation est en train de partir en lambeaux, on l'a vu avec le retrait des 3 États du Sahel, mais on le voit aussi à travers sa composition interne. Moi, je pensais même qu'il y aurait très rapidement une validation de ces régimes militaires, tout simplement parce que les autres régimes civils ont eux-mêmes des pratiques qui sont ce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas validé encore. À un degré très, très limité. Ils ne l'ont pas validé, les régimes militaires dont vous parlez, justement, des 3 ils ne pays l'ont du pas Sahel. fait, mais il y avait des négociations. Et si l'on regarde vraiment, et je pense que c'est important d'insister sur ce point-là, l'organisation, pour moi, elle ressemble de plus en plus à sa sœur d'Afrique centrale, c'est-à-dire la CEEAC, donc la Communauté économique des États d'Afrique centrale, qui a des principes, une architecture institutionnelle parfaite, mais qui est composée d'États majoritairement autoritaire et qui donc n'a aucune influence sur la façon dont il gouverne à l'intérieur. Ça changerait de nature, cette CEDEAO, Pierre Aski. En tout cas, ça aurait un impact, cette crise politique au Sénégal, sur la CEDEAO. La CEDEAO a déjà montré son impuissance dans ses réactions sur les coups d'État dans les pays du Sahel, puisqu'elle a fait des proclamations de sanctions, de menaces d'intervention militaire, etc., et que rien n'a changé, et que ces 3 pays sont sortis de la CEDEAO. Vous demandiez si la CEDEAO serait affaiblie, elle est déjà affaiblie. Et maintenant, c'est la vitrine démocratique qui craque, et on le voit dans les réactions des autres membres de la communauté internationale dont vous avez parlé. La réaction française, par exemple, est d'une indigence, d'une prudence extrême, parce que la France... D'abord parce que la France a un tout petit rôle dans cette affaire, mais qui risque peut-être de lui coûter cher. C'est que c'est une déclaration, un décret signé par Gabriel Attal, le Premier ministre, qui a mis le feu aux poudres d'une certaine manière, puisqu'il donne la date à laquelle Karim Wade n'est plus français. Or, cette date est postérieure à la date limite qui aurait dû être... celle de sa citoyenneté exclusive sénégalaise. Parce qu'il avait la double nationalité, ce qui ne lui permettait pas justement de concourir à l'élection présidentielle. Et donc on se retrouve dans une situation où la France a très peur d'être le bouc émissaire de cette affaire. On se souvient quand même des émeutes il y a 3 ans dans lesquelles les cibles avaient été des cibles françaises, les magasins Auchan, les stations Total, etc., et les péages Eiffage sur l'autoroute. Et aujourd'hui, la France, avec le climat qu'on a vu dans tous les pays du Sahel, a très peur d'être prise comme bouc émissaire d'une situation dans laquelle elle ne veut surtout pas apparaître comme... On se demande même, c'est pas eux qui ont téléphoné aux États-Unis en disant envoyez votre communiqué avant nous, quoi. 24 heures. 24 heures avant. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que Karim Wade n'est pas le seul dans le cas. Ce qui ajoute à la cacophonie actuelle, c'est qu'on a découvert une des candidates validées et qui est française, qui a gardé sa nationalité française, et il se dit qu'il y a d'autres, qu'il y a même un qui est suisse et un autre qui est américain. Donc, alors, mais attendez, pourquoi là? Parce que la Cour n'a pas fait... Bon, c'est pas son boulot de vérifier. Là, donc, il y a une candidate qui a la double nationalité. Oui, elle est en garde à vue. C'est pour ça qu'ils ont vérifié. C'est pour ça qu'il a perdu. Parce qu'il y a d'autres Français, il y a un Suisse et peut-être un Américain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail en amont, n'a pas été fait. Et pour revenir justement sur l'implication de la France, Antoine Gazer, pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre Aski, c'est quand même, d'abord, il y a 20 000 Français au Sénégal, me semble-t-il, encore, toujours à peu près. Avec des binationaux, oui. Et la France, en fait, a toujours estimé que ce pays, c'était la stabilité des pays d'Afrique de l'Ouest. Et est-ce qu'il n'est pas au cœur du redéploiement français aujourd'hui, un petit peu, le Sénégal? Mais en tout cas, le Sénégal, on pense Sénégal, Sangor, francophonie, machin. Mais franchement, moi j'ai vu les
images. machin. Non, mais, On pense Senghor. non, mais la réalité, c'est que le Sénégal est totalement mondialisé. Ceux qui font du business au Sénégal, ce sont les Chinois. Et quand vous avez le plus grand stade qui a été inauguré, vous avez Macky Sall, il avait dans une main, il avait Frank Steinmeier, le président allemand, et dans l'autre, le président turc Erdogan. Voilà, c'est ça le Sénégal. Faut pas Nous, on s'obsède sur l'histoire de la France. Il y a encore 350 soldats. Il y a le chef de la DGSE, Bernard Arimier, qui est allé récemment avant de quitter son poste. Mais franchement, c'est un pays totalement mondialisé, le Sénégal. Sauf que pour les jeunes, ils pensent que c'est les Français qui poussent Macky Sall à l'empêcher d'arriver au pouvoir, parce que c'est vrai qu'il est panafricain, anti-français. Il y a l'histoire des frères musulmans. Ousmane Sonko, c'est un directeur des impôts et qui dit que toute la classe politique sénégalaise est corrompue. Et lui, il s'est fait mettre à la porte des impôts en considérant qu'il n'avait pas le droit de réserve, etc. Mais il veut, c'est une sorte de ballet citoyen à la burkinabé, hein. Donc les Français sont épinglés pour cela. Mais enfin, lorsqu'on parle de démocratie, et c'est vrai que la France parlait beaucoup aussi de la question de la stabilité, et pas que la France. Tous les investisseurs dont vous avez parlé, là, toutes ces puissances, ils parlent de l'Afrique comme on veut chercher des pôles de stabilité. C'est ça aussi. Des pôles de business. Mais le business a besoin de stabilité. C'est ce que Ils ont cherché de la stabilité aussi. D'où cette incertitude. On imagine que l'inquiétude, elle vient aussi de là, c'est-à-dire qu'on pense à la démocratie, mais un certain nombre de puissances pensent aussi à stabilité. Il n'y va plus y avoir de pôle de stabilité dans cette Afrique de l'Ouest. Oui, mais la difficulté, c'est que ce discours sur la stabilité, voire ce concept de stabilisation, est en échec absolu. Toutes les interventions extérieures, qu'elles aient été bilatérales, on en a beaucoup parlé à propos de la France, mais multilatérales aussi, avec les interventions des Nations Unies ou des missions de formation européenne, sont toutes en échec. Toute cette approche qui a consisté à recourir à l'instrument militaire et sécuritaire pour introduire la paix est en échec absolu. On a une sous-région qui est beaucoup plus instable et incertaine depuis qu'il y a eu un nombre sans précédent d'intervenants extérieurs. Donc ils sont disqualifiés eux aussi en réalité. Et ils sont disqualifiés, à mon avis, tout comme la CEDEAO, parce qu'ils ont aussi joué avec des doubles standards, avec un discours qui n'était pas forcément conforme à la réalité des choix qu'ils faisaient. On parlait de la CEDEAO tout à l'heure. Ce que l'on paye aujourd'hui au Sénégal, c'est aussi la façon dont la CEDEAO n'a pas réagi lorsqu'un troisième mandat a été finalement exercé en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et cela avec l'assentiment aussi de la France ou des autres partenaires occidentaux, voire du système multilatéral international. Et c'est ça qui est rejeté dans son ensemble aujourd'hui par la rue, à mon avis, au-delà de la seule classe politique sénégalaise classique. Pierre Aski, sur cette question de la stabilité. On parlait au début de savoir si c'était une charnière, un moment charnière ou pas. Et en fait, on arrive au bout d'un système. Et le nouveau système qui a du mal à se mettre en place, et il sera très peu influencé par les acteurs extérieurs. Et en fait, le reflet de ces communiqués qu'on a vus tout à l'heure, c'est l'impuissance. C'est d'abord l'impuissance. Et l'impuissance a façonné ce monde comme on l'a cru pendant des décennies. Et aujourd'hui, on voit bien que les puissances qui ont le vent en poupe sont celles qui sont plutôt porteuses d'un modèle plus autoritaire, plus vertical. Donc la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran. Ouais. Et que d'une certaine manière, le Sénégal, qui était la vitrine, est aujourd'hui la vitrine brisée. Et qu'il y a quelque chose qui va en sortir, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. Moi, je pense que le modèle décrit par Pierre vaut pour la planète entière. Vaut pour la planète entière, parce que c'est pas les Africains veulent de l'autorité, ils veulent plus les vieux modèles, ils veulent plus les anciens politiques, ils veulent du neuf. Mais je pense que ça c'est la même chose en Europe ou en Amérique. Alors quel neuf? Parce que ça, c'est aussi le terreau pour les populismes de toutes sortes. Le problème, il faut relativiser toujours les choses en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on se disait, bon, le Sénégal, au moins le Sénégal. C'est-à-dire que, bon, on se disait, c'est pas une démocratie totale, mais il y avait quelque chose. Et donc, beaucoup d'Africains se raccrochaient à ce... Toujours cet exemple sénégalais. Parce qu'il y a jamais eu d'élection au Sénégal sans mort. C'est vrai. Il y a toujours eu des morts. En 63, il y a eu 40 morts. Et moi, j'ai couvert 3 élections
pour Jeune Afrique. À l'époque, j'étais journaliste. Mais il y a toujours eu des morts. Pierre et moi, on était à l'élection en 1988. Il y a eu des morts. Vous voyez, donc qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que, bon, si on nous enlève les derniers modèles, je me demande où est-ce qu'on va aller. C'est ça. Si on nous enlève les derniers modèles, où va-t-on? Désespérant. Mais on voit bien Antoine Gaza. La consoeur, c'est à Dakar. Elle l'a dit elle-même, les gens, ils n'y croient tellement pas qu'est-ce qu'ils veulent, c'est que ça se termine, cette affaire, pour reprendre la vie quotidienne. En plus, c'est un pays, il faut le dire, qu'il va y avoir, il y a des gisements de gaz et de pétrole extrêmement importants à la frontière de la Mauritanie, du Sénégal. Ce pays où on a connu qu'il n'y avait toujours que l'arachide de bouche, le cacahuète, il n'y avait rien d'autre. Là, vous allez avoir les touristes. Voilà. Et là, vous allez avoir ce sont sacrés enjeux économiques. Là, et puis, je veux dire, Macky Sall, il est ingénieur du pétrole. Il doit déjà savoir ce qu'il y a dedans. Donc, je veux dire, c'est aussi ça qui se joue aussi dans ce pays pour toute cette classe politique. Ils pensent qu'il y a une manne qui va arriver. Il faut pas on a l'impression que vous les décrivez un peu comme tous pourris, c'est un peu ça. Non, c'est pas moi. Moi, je suis un observateur, un petit blanc des bords de Seine, comme dit toujours, et je dis qu'il y a une jeunesse qui lutte contre la corruption, et il y a une classe politique qui se sont passés les plats. Il y a un décalage. Et il y a je pense, un problème aussi majeur qu'on n'identifie pas dans ce chaos, c'est la différence qu'il peut y avoir entre le processus électoral qui est la façade démocratique, et les libertés. Et on voit aujourd'hui qu'on jette un peu le bébé avec l'eau du bain. Lorsqu'il y a eu les coups d'État militaires, ce sont les libertés aussi qui ont disparu avec. Et le Sénégal avait cette caractéristique, c'est qu'il y avait... il y a toujours pour l'instant. Il y a toujours, vous en parlez au passé. Mais oui, bon, mais parce que quand on bloque Internet, c'est pas un bon signe de santé de la démocratie et des libertés. Et le risque, c'est qu'il y a un retrécissement de cet espace des libertés. Moi, j'ai un souvenir des débuts de la liberté de la presse au Sénégal. Moi, j'allais au Sénégal dans les années 80, lorsque le pluralisme des médias a été autorisé. C'était le premier pays francophone dans lequel c'était possible. Mais le plaisir qu'avaient les jeunes journalistes à avoir des médias libres, c'était quelque chose de fondamental. Et il y a un risque aujourd'hui de régression, et on le voit dans les 3 pays qui ont connu des coups d'État, où la liberté de la presse est aujourd'hui en régression totale. Et il ne faudrait pas que ça suive aussi au Sénégal, parce que ça serait une tragédie. Alors, tous les jeux ne sont pas faits, j'imagine bien. Non, il y a encore quelques espoirs. Attendons de cette loi, voyons ce que M. Macky Sall va nous proposer, mais il y a encore le temps d'organiser des élections, y compris à 2 tours, pour qu'il puisse s'en aller le 2 avril prochain. Le 2 avril. Le 2 avril, c'est le deadline. Il ne peut pas rester au-delà du 2 avril. Son mandat s'achève. Et c'est son 2e et ultime mandat. Et donc, il faut... Mais alors, si les élections sont organisées le 25 août... c'est là qu'on peut parler de confiscation du pouvoir. Confiscation du pouvoir et un risque réel. Parce qu'on n'a pas parlé ici de l'armée sénégalaise. Alors, c'est ce que je... On n'a pas dit... on a 5 minutes pour en parler. L'armée sénégalaise, jusque-là, elle a été républicaine. Elle se comporte bien. Exactement. Vous savez, c'est la 8e armée en termes de contribution aux troupes de maintien de la paix des Nations Unies. C'est une armée professionnelle. Ils sont au Liban, ils sont partout. Et ils ont toujours respecté, chaque fois ça a chancelé, en 68, en 62 pendant la crise avec Mamadou Dia, en 87 la police était prête à se battre avec l'armée. Donc il y a eu plusieurs situations, mais elle est restée droite dans ses bottes. Donc elle sera clé là. Jusqu'à présent, mais je pense que Macky Sall, il compte plus sur ses gendarmes. Et la police. Et sur la police. Donc ça veut dire quoi sur l'armée? Ça veut dire que l'armée... Elle pourrait changer. En cas d'atteinte à la Constitution, elle est obligée de dire quelque chose. On resterait républicaine. On serait dans le cas qu'on a vu au Mali en 1991 d'un potentiel coup d'État républicain. Mais c'est-à-dire que l'armée interviendrait et rétablirait l'ordre constitutionnel et l'organisation d'un scrutin. Mais l'armée sénégalaise a une histoire qui est très différente de celle de l'armée malienne. En effet, sa fierté est d'être toujours restée en dehors des sollicitations par la classe politique qui a cherché son intervention. Elle l'a toujours refusée. C'est son honneur. C'est en effet une armée très professionnelle. Quand on dit professionnelle, c'est-à-dire c'est une armée, et ce n'est pas si courant que ça sur le continent, dont
tous les effectifs ont été rémunérés de manière tout à fait décente et égalitaire en raison de ses contributions aux opérations de maintien de la paix. Donc c'est en effet une grande inconnue. Elle est sans doute face à un dilemme intérieur. Hein. Doit-elle rester dans ce rôle de gardien de l'ordre républicain en ne s'abstenant pas ou en intervenant? C'est une vraie question. C'est la grande inconnue, effectivement, à partir du moment où, au-delà du 2 avril, on est hors du cadre constitutionnel, quelle que soit la loi qui sera votée aujourd'hui ou demain. On parle moins de l'Assemblée des députés que de l'armée. Vous voyez qu'on a avancé très vite. On a avancé très vite, mais justement parce que ça permet de montrer tous ces enjeux. Bien sûr, mais quand on dit tout ce qui s'est passé en toute la région, c'est évident qu'on pense forcément à l'armée. Oui, mais alors justement, désolé de revenir sur cette question institutionnelle. 2 avril, ça serait donc le moment où Macky Sall doit quitter, a priori, ses fonctions, Francis Patindé. Si le scrutin est organisé le 25 août, et qu'il y a effectivement un scrutin organisé le 25 août, il restera des mois de flottement. Donc il va y avoir une dérogation lui permettant de rester au moins jusqu'au 25 août. Le 2 avril à minuit, si les gens descendent dans la rue, l'armée n'intervient. Plusieurs fois, l'armée a été requise pour tirer. Ils ont toujours refusé. Et ils laissent ce soin et ils ne sont pas chargés de réprimer. Et au-delà de la date constituée, à moins qu'il y ait un consensus pas extraordinaire, au-delà du 2 à minuit, si la foule descend dans la rue et demande le départ de Macky Sall, à mon avis, ça devrait se faire. Donc ça veut dire quoi derrière? Élection anticipée, alors avant le 25 août? Il faut organiser un scrutin, enfin. Le 25 août, c'est une date qu'ils ont lancée comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, absolument. Et il y a des appels à la désobéissance civile à partir du 2 avril qui ont circulé depuis hier. Donc l'idée que à partir du 2 avril, le président n'est plus légitime et donc on n'obéira plus aux ordres du gouvernement. Donc la date clé, en fait, c'est le 2 avril. Absolument. Oui. Donc on attend toujours ce vote. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Merci Sarah Sacco qui n'est plus avec nous malheureusement, mais qui était avec nous en début d'émission en direct de Dakar. Merci Antoine Glaser, Niagale Bagayoko, Pierre Aski, Francis Patindé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux ainsi qu'en podcast. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce point en tout cas maintenant sur cette crise politique sénégalaise. Restez avec nous.